Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Si tu ne cèdes pas la maison à mes parents, le mariage est annulé », m'a dit ma fiancée. Alors j'ai annulé le mariage en premier et je suis parti avec mon bien, et maintenant elle panique. Je n'avais pas prévu de publier ça, mais ce qui s'est passé mérite sa propre vidéo. J'ai 33 ans, je suis un homme, et je bosse dur et fais du conseil depuis 10 ans. J'ai commencé avec rien. Littéralement à dormir sur le canapé de mes parents, à vivre de sandwich au beurre de cacahuètes, et à démarcher des entreprises à froid en costume de friperie. La première année, j'ai gagné 18 000 $. À la troisième année, j'avais mon propre appartement et un flux régulier de clients. Aujourd'hui, je dirige une entreprise de conseil solide à 6 chiffres. Pas d'associé, pas de patron, pas de dette. Avec cette stabilité, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'ai acheté ma première maison il y a 3 ans, je l'ai remboursée rapidement, puis j'ai acquis une maison à rénover dans Maple Street, que j'ai mise en location. Maintenant, je touche des revenus passifs pendant que la valeur augmente. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Nevada, 32 ans, à un événement de networking. Elle sortait du lot, intelligente, indépendante, avec sa propre carrière et sa propre vie. Le courant est passé très vite. Au bout de 6 mois, on vivait pratiquement ensemble. Après 2 ans et demi, je l'ai demandé en mariage. Elle était ravie. Nous avons fixé la date 8 mois plus tard, ce qui semblait largement suffisant pour tout organiser correctement sans se presser. Avec le recul, c'est là que les premières fissures ont commencé à apparaître. Mais à l'époque, je pensais avoir trouvé la bonne personne. Quelqu'un qui me comprenait, qui appréciait ce que j'avais construit, qui voulait être une partenaire plutôt qu'une personne à charge. Mon Dieu, à quel point je me trompais. Le premier signal d'alarme aurait dû être sa proposition d'ouvrir un compte joint spécialement pour les dépenses du mariage. Sur le papier, ça avait du sens. Chacun contribue. On paie les prestataires à partir d'un seul compte. Tout reste organisé. Je me suis dit que c'était une bonne planification financière, d'autant plus que Nevada travaillait dans le marketing et était douée pour les détails. J'ai mis 25 000 $ pour commencer, ce qui était généreux mais pas catastrophique pour moi. Nevada a ajouté 8 000 $ de ses économies. Le plan était simple. À compte pour la salle, traiteur, photographe, fleurs, tout le nécessaire pour un mariage standard sortirait de ce compte. On ajouterait chacun de l'argent aux besoins, mais les 33 000 $ initiaux devaient couvrir la plupart des grosses dépenses. C'est là que ça devient intéressant. Nevada a pris la carte bancaire en disant qu'elle s'occuperait de la plupart des paiements aux prestataires puisqu'elle faisait l'essentiel du travail d'organisation. Ça me convenait. Je déteste gérer les prestataires de mariage de toute façon. Je préférais me concentrer sur le travail et la laisser gérer les détails. Le premier mois, tout semblait normal sur les relevés. 2 500 $ pour la compte de la salle, 800 $ pour le photographe, 400 $ pour le fleuriste. Des dépenses classiques dont nous avions déjà parlé et que nous avions approuvées. Je ne faisais pas trop attention aux petites sommes parce que je lui faisais confiance. Puis j'ai commencé à remarquer des choses bizarres en regardant le relevé mensuel. Il y avait un débit de 320 $ dans un endroit appelé Bella's Boutique que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai demandé à Nevada, elle a dit que c'était pour des chaussures pour le mariage. D'accord, très bien. Apparemment, les mariés ont besoin de chaussures spéciales. Ensuite, un débit de 275 $ dans un salon de manucure. Je commençais à me dire que cette fille avait des goûts coûteux, mais je n'allais pas être le type qui se dispute pour des dépenses liées aux préparatifs du mariage. La plupart de mes amis mariés m'avaient dit de simplement signer les chèques et de rester en dehors des détails. Femme heureuse, vie heureuse, et toutes ces conneries. Le vrai choc est arrivé quand j'ai vu un débit de 1 200 $ dans un spa chic. Ça me paraissait énorme pour ce que font les mariés dans les spas, alors j'en ai parlé pendant le dîner. Oh, c'est pour l'organisation de mon enterrement de vie de jeune fille, a dit Nevada en coupant son poulet comme si de rien n'était. Les filles et moi, on fait un week-end spa au lieu du truc typique à Vegas. Beaucoup plus classe. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture. Tu paies tout ton enterrement de vie de jeune fille avec notre compte de mariage? C'est lié au mariage? A-t-elle répondu sur un ton défensif. Cette logique n'avait aucun sens pour moi. L'enterrement de vie de jeune fille n'est pas une dépense de mariage. C'est une fête personnelle. Le point de rupture est arrivé quand j'ai vu plusieurs frais d'hôtel totalisant 2 400 $, tous pour le même week-end, celui de notre mariage. Quand j'ai fait le total et que je lui ai demandé des explications, Nevada m'a regardé comme si j'étais mesquin. C'est pour les chambres d'hôtel de ma famille, a-t-elle dit. Mes parents, mes sœurs, ma tante Carole et ma cousine Lisa. Ils viennent tous de loin pour le mariage. Nevada, on en a parlé spécifiquement. On s'est mis d'accord pour que chaque famille gère ses propres frais de voyage et d'hébergement. C'était avant que j'y réfléchisse vraiment, a-t-elle répondu. Ma famille n'est pas aussi à l'aise financièrement que la tienne. Ils ne devraient pas avoir à se stresser pour des frais d'hôtel pendant notre week-end spécial. Tes parents peuvent se payer leur propre chambre. Oui, mes parents pouvaient se le permettre parce qu'ils prennent de bonnes décisions financières et vivent selon leurs moyens. Les parents de Nevada ne le pouvaient pas parce qu'ils louent des voitures qu'ils ne peuvent pas payer et font des croisières à crédit, mais apparemment, dire ça ferait de moi le méchant. On n'a qu'un seul mariage dans cette vie, a dit Nevada quand j'ai insisté.
Pourquoi ne pas le faire correctement? Pourquoi ne pas s'assurer que tout ce qu'on aime puisse être là sans se soucier de l'argent? Cette phrase, on n'a qu'un seul mariage dans cette vie, est devenue sa justification pour tout. Des fleurs améliorées parce qu'on n'a qu'un seul mariage. Coiffure et maquillage professionnel pour les 4 demoiselles d'honneur parce qu'on n'a qu'un seul mariage. Pendant ce temps, Nevada n'avait pas ajouté un centime de plus sur le compte joint depuis les $8 000 initiaux. Elle dépensait comme si nous étions millionnaires tout en ne contribuant rien de plus pour couvrir les dépassements. En pratique, je finançais les vacances de mariage de toute sa famille pendant qu'elle faisait comme si c'était une décision commune. Le solde du compte joint continuait de baisser. $28 000, $25 000, $22 000. À ce rythme-là, on allait tout brûler avant même d'arriver aux gros prestataires comme le traiteur et le groupe de musique. Mais chaque fois que je soulevais la question des dépenses, Nevada devenait émotive et disait que je la stressais pendant une période déjà accablante. Je sais que j'aurais dû arrêter ça tout de suite. J'aurais dû avoir une vraie conversation sur le budget et les limites. Mais je me disais que ce n'était que le stress du mariage, que tout rentrerait dans l'ordre une fois marié. Je pensais pouvoir absorber les coûts supplémentaires si ça permettait d'éviter les conflits pendant une période déjà tendue. La plus grosse erreur que j'aurais pu faire, parce que ce que je prenais pour de simples excès liés au mariage, c'était en réalité Nevada qui me montrait exactement qui elle était vraiment. Et le vrai test restait à venir. Environ 6 semaines avant le mariage, Nevada et moi avions l'une de nos séances de planification du dimanche matin. Nous avions développé cette routine où nous nous asseyions à ma table de cuisine avec du café et des classeurs de mariage, en passant en revue les confirmations des prestataires et les réponses des invités. Un truc assez normal pour un couple, même si ces séances tournaient parfois à la dispute à cause de ces dernières idées coûteuses. Ce dimanche-là en particulier, tout semblait calme. Nous venions de terminer la mise à jour du nombre final d'invités, 147 personnes, soit environ 20 de plus que ce que nous avions prévu au départ, parce que Nevada continuait d'ajouter des parents éloignés et des collègues. J'étais intérieurement en train de calculer ce que ça allait faire sur le coup du traiteur quand elle a abordé quelque chose de complètement inattendu. J'ai réfléchi au cadeau de mariage, dit-elle, sans lever les yeux de son téléphone, où elle faisait défiler une application d'organisation de mariage. Pas les cadeaux de la liste pour les invités, mais ce que nous allons offrir à nos familles. J'étais encore concentré sur les calculs de la liste d'invités, à essayer de voir si nous devions louer des tables supplémentaires. Comment ça? Des cadeaux de remerciement pour les parents? Plus ou moins, mais en plus important que ça. Elle posa son téléphone et prit cet air qu'elle avait quand elle s'apprêtait à dire quelque chose de sérieux. Tes parents sont plutôt à l'aise financièrement. Ils n'ont pas vraiment besoin de quelque chose de matériel de notre part. C'était vrai. Mes parents sont tous les 2 enseignants retraités, avec de bonnes pensions, propriétaires de leur maison, et ils partent en vacances sympas chaque année. Ils ne sont pas riches, mais ils sont en sécurité financièrement et ne manquent de rien. Mais mes parents sont dans une situation différente, continua Nevada. Ils sont coincés dans le même appartement en location depuis, 15 ans. Ils n'ont jamais réussi à économiser assez pour un apport parce que le loyer ne cesse d'augmenter, et ils ont eu des problèmes de crédit il y a quelques années. C'était vrai aussi. Les parents de Nevada vivent dans un appartement correct de 2 chambres, mais ils jettent littéralement $1 400 par mois en loyer sans rien construire derrière. Son père travaille dans un magasin de pièces automobiles, et sa mère fait du travail administratif à temps partiel pour un dentiste. Des gens gentils, mais qui prennent des décisions financières discutables. Toujours des mensualités de voiture, des vacances coûteuses qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre, ce genre de choses. D'accord, dis-je, sans toujours voir où elle voulait en venir. À quoi tu penses? Nevada se pencha en avant au-dessus de la table, de plus en plus animée. Et si on leur offrait quelque chose qui changerait vraiment leur vie? Quelque chose de significatif, qui montre à quel point on apprécie tout ce qu'ils ont fait pour nous? La manière dont elle amenait le sujet me rendait nerveux. Comme quoi? La maison de Maple Street. J'ai littéralement arrêté de respirer pendant une seconde. Je l'ai juste fixée, pour voir si elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas, tu veux que je donne mon bien locatif à tes parents? Réfléchis-y logiquement, dit-elle, comme si elle présentait un plan d'affaires. Tu n'y habites même pas. Elle est juste là à générer des revenus locatifs pendant que mes parents galèrent avec des loyers qui augmentent. Ça réglerait définitivement leurs problèmes de logement. Je posai ma tasse de café et la regardai vraiment. Nevada, cette maison vaut presque $300 000. Tu me demandes de faire un cadeau de mariage de $300 000 à tes parents. Elle agita la main d'un air désinvolte. Ce n'est pas comme si tu perdais $300 000. Tu transfères juste un actif à la famille. La maison existe toujours. Elle appartiendrait simplement à des gens qui en ont réellement besoin. La façon désinvolte dont elle disait ça était presque insultante, comme si c'était moi qui chipotais en pensant aux conséquences financières de donner une maison. J'ai acheté ce bien comme investissement, dis-je en essayant de rester calme. Il génère $1,800 par mois de loyer. Ça fait plus de $20 000 par an. Pourquoi est-ce que je donnerais ça comme ça? Parce qu'on est sur le point de se marier, répondit-elle, le ton plus sec. Parce que le mariage, ça veut dire que parfois on fait passer les besoins de la famille de son conjoint avant ses propres intérêts financiers. Parce que ça signifierait énormément pour moi. Et qu'est-ce que tu donnerais?
Toi, à ma famille en retour? Quelle serait l'équivalence de ton côté? Elle me regarda comme si je venais de poser la question la plus stupide du monde. Tes parents n'ont besoin de rien. Ils sont déjà à l'aise. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu me demandes de faire un sacrifice financier énorme sans offrir quoi que ce soit de comparable de ton côté. Je t'offre mon amour et mon engagement, dit-elle. Je t'offre de construire une vie avec toi. Ce n'est pas plus important que quelques revenus locatifs? La manipulation était tellement flagrante que c'en était presque insultant. Elle essayait de transformer ça en une question de relation, alors que c'était clairement une question d'argent et de sentiment de droit. Nevada, je ne vais pas donner ma maison à tes parents. Le changement sur son visage fut immédiat, comme si on avait actionné un interrupteur. La Nevada douce et calme disparut, remplacée par quelqu'un de plus dur, plus froid. Cette pointe d'arrogance s'insinua dans sa voix pendant qu'elle parlait de mon deuxième bien comme s'il attendait simplement d'être offert. Elle n'essayait même plus d'édulcorer les choses. Dans son esprit, posséder 2 maisons signifiait que l'une d'elles était forcément à donner, en particulier à ses parents. Il n'y avait aucune reconnaissance de tout le chemin parcouru pour en arriver là. Aucune appréciation des années passées à trimer pendant qu'elle cherchait encore sa voie. Juste l'idée que ce que j'avais construit devait maintenant être redistribué pour prouver ma loyauté. Quand je suis resté ferme, son amertume est remontée à toute vitesse. D'un coup, j'étais le méchant. Égoïste. Ingrat. Elle agissait comme si je tournais le dos aux personnes mêmes qui, soi-disant, nous avaient soutenus, transformant la situation en une sorte de test moral complètement tordu. Pour elle, refuser de céder un bien de 300 000 $ n'était pas une question de limite. C'était une insulte personnelle. Puis est venue la manipulation. Elle a cessé de faire les 100 pas, m'a fixé avec un regard mêlant déception et menace, et a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Elle a posé l'amour sur la table comme une monnaie d'échange, comme si refuser ce plan signifiait que je ne l'aimais pas vraiment. Et à cet instant-là, j'ai compris exactement avec qui j'étais fiancé. Quelqu'un qui mesurait l'amour à la hauteur de ce que j'étais prêt à sacrifier, pas au respect mutuel ni à la confiance. Pour elle, donner quelque chose pour lequel j'avais travaillé pendant des années n'était pas déraisonnable. C'était attendu. Tout le reste signifiait que je la décevais. Le silence qui suivit était lourd. On se regardait simplement de part et d'autre de ma table de cuisine, et je voyais qu'elle réalisait que je n'allais pas céder à ses exigences. Très bien, dit-elle finalement en attrapant son sac et ses clés. Je vais rester chez mes parents jusqu'à ce que tu te mettes les idées en place sur ce que le mariage signifie réellement. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna après une pause théâtrale. Appelle-moi quand tu seras prêt à être un vrai partenaire plutôt qu'un propriétaire égoïste. La porte d'entrée claqua derrière elle, et soudain ma maison redevint silencieuse. Je restai assis là un moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma fiancée venait de m'exiger que je donne une maison de 300 000 $ à ses parents comme cadeau de mariage, puis était partie furieuse quand j'avais refusé. Le plus fou? Elle semblait sincèrement choquée que j'aie dit non. Comme si elle s'attendait à ce que je lui remette mon bien sans la moindre hésitation. Comme si c'était une demande raisonnable, et non quelque chose de complètement délirant. C'est là que j'ai commencé à me demander quelles autres attentes elle avait concernant mes biens après le mariage, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je devais creuser un peu plus. Nevada est restée chez ses parents pendant 2 jours sans appeler ni envoyer de message. Honnêtement, c'était le calme le plus total que ma maison ait connu depuis des mois. Pas de stress lié au mariage, pas de disputes sur les coûts des prestataires, pas de soupirs dramatiques quand je devais prendre des appels de travail. Juste moi, ma routine, et enfin un vrai moment de tranquillité pour réfléchir. Mardi matin, vers 9 h, mon téléphone a enfin sonné. Le nom de Nevada s'est affiché sur mon téléphone et j'ai failli laisser l'appel aller sur la messagerie, mais la curiosité a pris le dessus. « Tu as réfléchi à ce dont on a parlé ?» demanda-t-elle, comme si elle appelait pour confirmer un dîner plutôt que pour parler d'une maison à 300 000 $. Son ton était différent, moins en colère que lorsqu'elle était partie en claquant la porte, plus comme si elle parlait à un client qu'elle essayait de convaincre. Professionnel, mais avec cette supposition sous-jacente que j'avais forcément fini par adopter son point de vue. « Oui, j'y ai réfléchi, dis-je. » La réponse est toujours non. Il y eut un long silence, et je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Elle avait probablement passé les 2 derniers jours avec ses parents, à les enthousiasmer à l'idée de devenir propriétaire gratuitement, peut-être même à planifier où ils mettraient leurs meubles. « Écoute, dis-je en essayant de rester civil, je comprends que tu veuilles aider tes parents. Après notre mariage, on pourra discuter de moyens de les soutenir financièrement. Peut-être les aider pour un apport sur leur propre logement ou, non, me coupa-t-elle. Ce n'est pas ce que je demande. Je demande cette maison précise, pour cette raison précise, comme ce geste précis. Soit tu comprends pourquoi c'est important pour moi, soit tu ne comprends pas. » La façon dont elle l'a dit m'a noué l'estomac. Ce n'était plus une négociation. C'était un ultimatum déguisé en conversation. « Et si je ne le fais pas ?» demandai-je. Encore un long silence. Quand elle parla de nouveau, sa voix était glaciale. « Alors peut-être que nous devons repousser le mariage jusqu'à ce que tu sois prêt à être le partenaire dont j'ai besoin. » Voilà. La menace que j'attendais. « Donne-moi ta maison ou perds ta fiancée. » Choix assez clair, non.
Laisse-moi y réfléchir, lui dis-je. C'est une décision énorme. Donne-moi quelques jours pour tout digérer. Son ton s'est immédiatement éclairci, comme une commerciale qui vient d'obtenir qu'un client accepte de réfléchir à la garantie étendue. Vraiment? Oh, Ryan, je savais que tu comprendrais une fois que tu y réfléchirais sérieusement. Ça va être tellement génial. Mes parents vont être si reconnaissants, et je serai tellement fier d'avoir un mari qui se soucie de la famille comme toi. La confiance dans sa voix en disait long. Elle n'espérait pas que j'accepte. Elle s'y attendait. Comme si l'issue était déjà décidée et que je devais simplement accepter l'inévitable. Après avoir raccroché, je suis resté un moment dans ma cuisine, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Ma fiancée venait de menacer de repousser notre mariage si je ne donnais pas ma maison à ses parents. C'est là que j'ai décidé de passer mes propres coups de fil. Le premier a été pour mon ami Sébastien, qui exerce le droit depuis environ 8 ans. On était à la fac ensemble, et il a toujours été franc avec moi sur les questions juridiques. Je lui ai expliqué toute la situation, ma fiancée exigeant que j'offre mon bien locatif à ses parents, et menaçant de repousser le mariage si je refusais. Mec, a-t-il dit immédiatement, fuis. Jean, fais tes valises et pars tout de suite. À ce point-là. Ryan, ce n'est pas un comportement normal. C'est de la manipulation de niveau chercheuse d'or. Elle prend littéralement ton mariage en otage pour t'extorquer un bien immobilier. On a parlé pendant environ 1 heure de mes options et de ce que je devais faire pour me protéger légalement. Sébastien m'a expliqué comment le mariage affecte la propriété des biens, à quoi ressemblent les lois sur la communauté de biens dans notre État, et comment Nevada pourrait essayer de revendiquer des droits sur mes actifs après le mariage. Voilà ce que tu dois faire tout de suite, m'a-t-il dit. Documente tout. Chaque conversation, chaque message, chaque exigence qu'elle formule. Si ça tourne mal, tu auras besoin de preuves qu'elle essayait de te manipuler. Tu penses que je devrais commencer à enregistrer nos appels? Absolument. Tu as le droit d'enregistrer les conversations auxquelles tu participes. Ce n'est pas de l'écoute illégale si tu es l'un des interlocuteurs. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon conseiller financier et mon comptable. Je leur ai expliqué que j'avais des doutes sur mon mariage et que je voulais m'assurer que tous mes actifs étaient correctement protégés. Tous les deux m'ont dit la même chose que Sébastien, documente tout et ne transfère aucun bien avant le mariage. Mon comptable a été particulièrement direct. Ryan, tu as trop travaillé pour construire ton patrimoine pour le remettre à quelqu'un qui te voit comme un compte en banque. Cette femme te montre exactement qui elle est. Crois-la. Ce soir-là, j'ai commencé à passer en revue mon téléphone, à faire des captures d'écran de toutes les conversations par message que Nevada et moi avions eues sur les dépenses du mariage et la situation financière de sa famille. J'ai aussi ouvert un compte bancaire séparé et commencé à y transférer une partie de mes économies personnelles, au cas où les choses deviendraient compliquées. Plus j'y pensais, plus il devenait évident que Nevada préparait ça depuis un moment. Le timing n'était pas un hasard. Elle avait attendu que le mariage soit suffisamment proche pour que je ressente la pression de ne pas tout faire capoter. Elle avait probablement calculé que je préférerais céder la maison plutôt que d'affronter la honte et les complications liées à l'annulation d'un mariage. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que je préférais largement une gêne temporaire plutôt que de passer le reste de ma vie mariée à quelqu'un qui voyait mes biens comme le plan de retraite de sa famille. Jeudi matin, j'ai commencé à passer quelques coups de fil très discrets aux prestataires du mariage. Je n'ai encore rien annulé, j'ai juste demandé quelle était leur politique d'annulation et combien d'acomptes je perdrais si on devait tout arrêter. Je voulais savoir exactement ce que cette décision allait me coûter financièrement. Il s'est avéré que la plupart des prestataires ont des règles assez standards. On perd l'acompte, mais on ne doit pas la totalité si on annule plus de 30 jours à l'avance. Certains étaient plus flexibles que d'autres, mais globalement, ce ne serait pas un désastre financier d'annuler. C'est là que j'ai réalisé que j'avais déjà pris ma décision. J'attendais simplement que Nevada me rappelle pour voir si elle allait s'entêter dans ses exigences ou, peut-être, retrouver un peu de raison. Vendredi matin, pile comme prévu, mon téléphone a sonné. « Bonjour, mon amour », dit-elle, la voix toute douce et optimiste. « Comment tu te sens par rapport à tout ça ?» Je réfléchis encore, lui répondis-je. C'est une décision énorme, Nevada. Je veux être sûr d'avoir envisagé tous les aspects. Bien sûr, je comprends totalement. Prends tout le temps qu'il te faut. Bon, il faut quand même qu'on règle ça bientôt vu que le mariage approche, mais je sais que tu feras le bon choix. La confiance dans sa voix était hallucinante. Comme si, mentalement, elle avait déjà installé ses parents dans ma maison et attendait juste que je me mette à jour avec son planning. En fait, je me demandais quelque chose, dis-je. Tu as déjà parlé de cette idée à tes parents? Petit silence. On en a parlé, oui. Enfin, je voulais voir ce qu'ils en pensaient avant de t'en parler à toi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont été incroyablement touchés, Ryan. Ma mère a même pleuré quand je lui ai dit que tu envisageais de le faire. Elle a dit qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi généreux que toi. Ça, à cet instant précis, m'a donné toutes les réponses dont j'avais besoin. Nevada n'avait pas présenté ça comme une possibilité ou une idée qu'elle explorait. Elle avait dit à ses parents que ça allait se faire, les avait probablement rendus fous de joie et reconnaissants. Et maintenant, elle utilisait leurs émotions comme une pression supplémentaire sur moi. C'est gentil, dis-je.
Ce serait dommage de les décevoir si ça ne se fait pas, ça va se faire, répondit-elle rapidement. Je te connais, Ryan. Tu es un homme bien, qui se soucie de la famille. Après cet appel, j'ai décidé de mener ma propre enquête. Quelque chose dans la confiance de Nevada me dérangeait. Elle semblait bien trop sûre que j'allais céder, comme si elle détenait des informations que je n'avais pas. La première chose que j'ai faite, c'est de vérifier le système de sécurité de mon bien locatif. J'ai des caméras à l'avant et à l'arrière de la maison, plus une qui donne sur l'allée. Je les ai surtout installées pour surveiller les locataires et m'assurer qu'ils ne saccagent pas la maison ou n'organisent pas de fêtes non autorisées. J'ai consulté les images de la semaine précédente, juste par routine, et c'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Mercredi après-midi, le lendemain du jour où Nevada est partie de chez moi en claquant la porte, on voit sa voiture se garer dans l'allée de mon bien locatif. Et elle n'est pas seule. 2 personnes plus âgées sortent avec elle, et je les reconnais immédiatement, ses parents. J'ai regardé les images où tous les 3 se promènent dans la propriété pendant presque 1 heure. Nevada avait des clés d'une manière ou d'une autre, probablement des copies faites quand nous avions fait une visite ensemble des mois plus tôt, soi-disant pour que je lui montre le côté investissement de mon patrimoine. Sa mère prenait des photos avec son téléphone, tandis que son père mesurait carrément les pièces avec un mètre ruban. Il ne faisait pas que regarder la maison, il planifiait clairement comment l'utiliser. À un moment donné, Nevada montrait différentes pièces du doigt pendant que ses parents hochaient la tête, manifestement en train de discuter de l'emplacement des meubles ou de l'attribution des chambres. Son père a passé au moins 10 minutes dans le garage, probablement à réfléchir à l'endroit où il rangerait ses outils et son matériel de jardinage. Tout a duré plus d'1 heure, et ils se comportaient clairement comme s'il s'agissait d'une maison dans laquelle ils allaient emménager, pas d'un bien qu'ils espéraient peut-être recevoir un jour. Mais ce n'était pas fini. J'ai appelé la société de gestion immobilière que j'utilise pour les relations avec les locataires et les problèmes de maintenance. J'ai demandé à Sarah, la responsable du bureau, si quelqu'un avait récemment posé des questions sur la maison de Maple Street. En fait, oui, m'a-t-elle répondu. Une jeune femme a appelé la semaine dernière pour demander à faire réaliser une estimation. Elle a dit qu'elle était la fiancée du propriétaire et que vous lui aviez demandé de s'en occuper pour des raisons d'assurance. Mon estomac s'est noué. Est-ce qu'elle vous a donné un nom? Nevada quelque chose. Elle semblait connaître des détails sur la propriété, donc je n'ai pas pensé qu'il y avait un problème. Je n'aurais pas dû l'aider? Nevada avait fait estimer mon bien locatif derrière mon dos. Elle s'était fait passer pour une personne ayant mon autorité afin d'obtenir des informations financières sur un actif qui m'appartenait, sans que je le sache ni que je l'autorise. Sarah, je ne lui ai jamais demandé de faire ça. S'il vous plaît, ne fournissez plus aucune information sur mes biens à qui que ce soit sans vérifier directement avec moi. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû autoriser l'estimation? Ce n'est pas grave. Envoyez-moi simplement une copie du rapport quand vous l'aurez. L'estimation est revenue à 285 000 $, ce qui était même plus élevé que ce que j'avais évalué moi-même. Nevada savait donc exactement ce qu'elle me demandait. Pas juste une maison, mais un actif précis de 285 000 $, d'une valeur supérieure à ce que beaucoup de gens gagnent en 5 ans. Ce soir-là, alors que j'étais encore en train d'assimiler tout ça, mon téléphone a vibré avec un message de Nevada, j'ai parlé à mes parents aujourd'hui. Ils sont tellement excités à l'idée d'avoir enfin leur propre logement. Maman planifie déjà son jardin. Elle utilisait les émotions de ses parents comme levier, rendant encore plus difficile pour moi de dire non sans décevoir des gens qui, dans leur tête, étaient probablement déjà en train de faire leur carton. Puis elle a envoyé un autre message qui a vraiment révélé son vrai visage. De toute façon, ce sera pratiquement notre maison une fois qu'on sera mariés, non? Communauté de biens et tout ça. Comme ça, mes parents pourront en profiter pendant qu'ils sont encore assez jeunes pour vraiment l'apprécier. Voilà. Le vrai plan. Nevada pensait que le mariage lui donnerait des droits légaux sur mes biens. Elle comptait utiliser cette maison, que j'accepte de la donner ou non. L'histoire du cadeau de mariage n'était qu'un moyen de la faire transférer avant que je ne comprenne réellement ce que signifiaient les lois sur la communauté de biens. Sauf qu'elle se trompait sur la loi. J'avais vérifié avec Sébastien, les biens acquis avant le mariage restent des biens propres, sauf s'ils sont mélangés ou mis en propriété commune. Ma maison de location resterait à moi-même après le mariage, tant que je n'ajoutais pas son nom sur l'acte. Mais Nevada ne le savait pas. Elle pensait être maligne, me poussant à céder volontairement quelque chose qu'elle croyait devenir sien de toute façon. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. J'ai commencé à passer des appels et, d'ici le dimanche soir, j'avais discrètement annulé environ 80% des préparatifs du mariage. Les seuls au courant étaient les prestataires, et je leur avais demandé à tous de garder ça confidentiel jusqu'à ce que je puisse parler directement à ma fiancée. Lundi matin, Nevada a appelé pour notre point hebdomadaire. Sa voix était enjouée, presque guillerette. Alors, quelle est ta décision? J'ai pris ma décision, ai-je répondu sans détour. Le mariage est annulé. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Je pouvais littéralement entendre Nevada respirer pendant que son cerveau essayait de comprendre ce que je venais de dire. Qu'est-ce que tu veux dire par le mariage est annulé? A-t-elle fini par demander, la voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Je ne t'épouse pas. C'est fini.
Je ne m'attendais pas à ce silence-là. Nevada avait toujours quelque chose à dire. Mais ce qui a suivi n'était pas une vraie conversation. C'était juste elle qui essayait de reconstituer à l'envers un avenir que je ne voulais plus. Elle est passée par toutes les phases du déni comme une liste à cocher. D'abord, elle a dit que j'étais juste stressé, que toute cette histoire de maison m'était montée à la tête. Puis elle a proposé d'oublier tout ça. Ses parents, l'estimation, le sentiment de droit. Elle disait qu'on pouvait repartir à zéro, juste nous deux. Elle ne comprenait pas que le problème n'était pas simplement arrivé. Il avait été révélé. Quand ça n'a pas marché, elle a explosé, crise totale, crie sur le fait que j'étais ingrat, que je ne trouverais jamais quelqu'un qui m'aimerait comme elle, que tout ça était une énorme exagération. Je l'ai laissé déverser sa colère. Puis, enfin, j'ai parlé. Tu ne m'aimes pas, Nevada. Tu aimes ce que je pouvais te donner. Et tu t'es fait prendre à compter trop tôt. Je pouvais presque l'entendre chercher désespérément un terrain solide où se poser. Elle a essayé de dire qu'elle était juste enthousiaste, qu'elle voulait montrer à ses parents à quel point j'allais être généreux, que ce n'était pas censé se faire dans mon dos, mais ça l'était. Elle a fait estimer mon bien. Elle a fait visiter la maison comme si elle en était déjà propriétaire. Elle a passé des appels en se faisant passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas. Et elle ne s'attendait pas à ce que j'aie des caméras de sécurité, ni à ce que la société de gestion consigne chaque demande. Les faux sanglots ont commencé quand elle a compris que je ne céderais pas. Elle s'est excusée. Enfin, elle a utilisé le mot « désolé », mais seulement une fois acculée, pas parce qu'elle le pensait vraiment. Je croyais qu'on construisait quelque chose de réel, a-t-elle dit. 3 ans jetés à la poubelle comme ça. Non, lui ai-je répondu. 3 ans m'ont montré qui tu es vraiment quand tu penses être au-dessus des conséquences. C'est la dernière chose réelle que j'ai dite avant de raccrocher. Je lui ai dit de venir récupérer ce qu'elle avait encore chez moi avant la fin de la semaine. Et qu'après ça, je ne voulais plus jamais entendre parler d'elle. Puis j'ai raccroché. Et comme ça, d'un simple clic, l'avenir qu'elle avait imaginé sans moi s'est effondré. Pas avec une dispute, pas avec une dernière supplication, juste avec un clic. En moins d'1 heure, mon téléphone explosait d'appels et de messages de Nevada, de ses parents, de sa sœur, et même de certains de ses amis. J'ai tout ignoré et j'ai lancé la phase 2 de mon plan. J'ai appelé mes parents en premier, puis ma sœur et mes amis proches. Je leur ai expliqué exactement ce qui s'était passé, avant que Nevada ne puisse raconter sa version. Je leur ai envoyé des captures d'écran de ces messages disant que la maison était, pratiquement la nôtre de toute façon, ainsi que des copies de la demande d'estimation faite sans autorisation. La réaction de ma mère a été parfaite. « Oh mon chéri, tu as évité une balle. Cette fille avait des problèmes dès le départ. Tu l'avais remarqué ? Oui. Elle avait ce regard dans les yeux chaque fois qu'elle parlait de ton entreprise ou de tes biens, comme si elle dépensait déjà de l'argent qui n'était pas le sien. » Ma sœur a été encore plus directe. « Dieu merci que tu t'en sois rendu compte avant le mariage. Tu imagines gérer quelqu'un comme ça lors d'un divorce ? » Ensuite, j'ai appelé Sébastien et je lui ai demandé de rédiger une lettre de mise en demeure. Si Nevada tentait de salir ma réputation ou de répandre des mensonges sur la raison de l'annulation du mariage, je voulais une protection juridique prête à l'emploi. La lettre était essentiellement un avertissement, je disposais de preuves documentées de ses tentatives de manipulation pour me pousser à transférer un bien immobilier, ainsi que d'enregistrements de nos conversations concernant ses exigences sur la maison. Si elle essayait de me diffamer ou de prétendre que j'avais été abusif ou contrôlant, je rendrais tout public et laisserais les gens juger par eux-mêmes. Sébastien m'a aussi aidé à changer les serrures de mes 2 propriétés et à mettre à jour tous mes comptes financiers pour supprimer tout accès de Nevada. Elle n'avait jamais été officiellement ajoutée à quoi que ce soit, mais je voulais m'assurer qu'il n'y ait aucune faille qu'elle puisse exploiter. Mardi soir, je les ai vus sur le flux des caméras avant même qu'elles ne sonnent, Nevada et sa sœur Michelle, debout devant ma porte d'entrée comme un comité d'accueil culpabilisant. Nevada avait l'air détruite. Je les ai laissés là 1 minute avant d'ouvrir la porte. Elle n'a pas perdu de temps. Elle a demandé 5 minutes. Elle a dit qu'elle voulait juste parler. Sa voix s'est brisée à la fin, comme si elle l'avait répété, mais qu'elle n'arrivait plus à tenir son rôle. Je lui ai dit franchement qu'il n'y avait plus rien à discuter. Ses actes avaient déjà tout dit. Elle a essayé de minimiser la situation, a dit qu'elle s'était laissée emporter, a accusé le stress du mariage, a reconnu qu'elle avait poussé trop loin, que ça ne valait pas la peine de jeter tout ce que nous avions construit. Michelle s'est mêlée à la conversation, jouant la carte de la compassion. Nevada n'a pas arrêté de pleurer depuis ton appel. Elle t'aime, Ryan. Elle est désolée. Elle l'est vraiment. Mais le remords après avoir été démasqué, ce n'est pas la même chose que l'intégrité. Je leur ai rappelé à toutes les 2 qu'être désolé ne défait pas ce qui a été fait. Ça n'efface pas ce que quelqu'un révèle de lui-même quand il pense être intouchable. La voix de Nevada s'est brisée de nouveau, et cette fois, je pense que les larmes étaient réelles. J'essayais juste de faire quelque chose de significatif, dit-elle, la voix se brisant au milieu de la phrase, pour mes parents, pour nous. Je pensais que si on commençait notre mariage par quelque chose de généreux, de grand, ça rapprocherait tout le monde. Bien sûr. Avec mon bien, mon argent, mon nom sur les actes de propriété, et ses parents en train de choisir des rideaux comme si la maison leur appartenait déjà.
Elle a affirmé qu'elle aurait fait la même chose pour mes parents si les rôles avaient été inversés. Je lui ai dit qu'ils ne l'étaient pas, et ne le seraient jamais, parce qu'elle n'avait pas un actif à 6 chiffres à agiter sous le nez de quelqu'un. La générosité n'avait jamais été le vrai sujet. L'accès, oui. Puis le ton de Michel a changé, devenu sec et défensif. Elle a dit que peut-être Nevada s'en sortait mieux ainsi, qu'un homme qui choisit l'argent plutôt que l'amour ne valait pas la peine d'être épousé de toute façon. Je n'ai rien répondu. Je suis simplement rentré un instant, puis je suis revenu avec une boîte en carton contenant tout ce que Nevada avait laissé chez moi au fil des années, et je la lui ai tendue sans un mot. Elle a pris la boîte, mais elle ne est pas partie. Elle me regardait fixement, comme si elle attendait un signe que j'avais changé d'avis. À la place, elle a abattu sa dernière carte, l'amertume. « J'espère que tu es heureux, marmonna-t-elle. J'espère que tes précieuses maisons te tiendront chaud la nuit. » Elles le feront, ai-je répondu, contrairement à une femme qui me traite comme un portefeuille avec un pot. Elle s'est retournée et est partie. Michel l'a suivie, me lançant un regard noir comme si j'avais frappé un chiot. J'ai fermé la porte, verrouillé, et supprimé son accès à la serrure connectée. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de ses parents. Je n'aurais pas dû répondre, mais une partie de moi voulait savoir quelle version ils allaient donner à toute cette histoire. Son père a attaqué immédiatement. Pas de bonjour, juste de l'agacement. Il a dit que j'étais ridicule, que ce n'était qu'une maison dans laquelle je ne vivais même pas. Il m'a demandé si j'étais vraiment aussi égoïste. Je suis resté calme. J'ai expliqué une fois de plus que c'était ma maison, achetée avec mon argent, et que leur fille avait essayé de la donner sans autorisation, puis avait menti à ce sujet. Sa mère a pris la parole en arrière-plan, disant que tout était fait par amour, qu'il pensait que je me souciais réellement du bonheur de Nevada. Je leur ai dit que c'était le cas. C'est justement pour ça que je ne l'épousais pas. Parce qu'une personne comme Nevada, qui a besoin de contrôler et de s'approprier tout ce qui l'entoure, ne serait jamais heureuse avec quelqu'un qu'elle ne peut pas manipuler. Ça ne leur a pas plu. Son père s'est emporté, a dit que je le regretterais, que je ne trouverais jamais quelqu'un de mieux. Peut-être pas, ai-je répondu, mais au moins je n'aurais pas à m'inquiéter que quelqu'un essaie de me voler ce qui m'appartient. Ils ont raccroché. Pas de suivi. Pas d'excuses. Juste une confirmation silencieuse que partir était la décision la plus intelligente que j'ai prise depuis des années. Au cours des semaines suivantes, Nevada a tenté encore quelques approches. Des amis communs essayant de jouer les médiateurs. Un long email expliquant sa version des faits. Même un message sur LinkedIn proposant qu'on gère ça, de manière professionnelle. J'ai tout ignoré. Sébastien a envoyé la lettre de mise en demeure lorsqu'elle a commencé à publier des messages vagues sur les réseaux sociaux à propos du fait de découvrir qui sont vraiment les gens, et que les profiteurs existent sous toutes les formes. La lettre a fait effet. Elle s'est faite discrète après ça. 6 mois plus tard, j'ai appris par un ami commun que Nevada était retournée vivre chez ses parents, toujours dans ce même appartement en location, toujours à se plaindre de ne pas pouvoir se permettre d'acheter une maison. Pendant ce temps, mon bien locatif continue de générer 1 800 $ par mois, mon entreprise se porte mieux que jamais, et je n'ai plus à me soucier de quelqu'un qui essaie de me manipuler pour que je donne le travail de toute une vie.